Yo tout le monde, ici je suis pas tout seul car aujourd'hui je suis avec ma très chère collègue Justine. Bonjour Justine. Bonjour Julien. Comment ça va ? Ça va et toi ? Très bien. Et donc aujourd'hui nous allons parler de Beetlejuice sorti en ce début d'année septembre, cette fameuse rentrée. Donc la suite, 38 ans après, du premier Beetlejuice réalisé en 1988 par monsieur Tim Burton. Donc un film qui a quasiment démarré la carrière de Tim Burton, vu qu'il avait réalisé le film Pee-wee dit quelque chose, qui avait un peu démarré sa carrière. Il avait fait un épisode dans une série de Alfred Hitchcock, qui a commencé à faire en sorte que Hollywood s'intéresse un peu à lui. Et donc on lui a livré ce script, donc qui était à la base un script beaucoup plus dark, beaucoup plus trash et sombre et plus horreur, où par exemple Beetlejuice était un violeur, était coupé des bras, etc. L'accident était plus trash par exemple. Et ben lui il a choisi de un peu renouveler ce script-là, et avec l'aide d'autres scénaristes, c'est ça qui a pu créer le style qu'on lui connaît tous aujourd'hui. Donc ce style très cartoonesque, horreur mais burlesque, avec quelque chose de très ténébreux et à la fois très comique. Donc on lui connaît, et donc ça a donné à ce film Beetlejuice, un film relativement peu cher de 15 millions de dollars, qui en a rapporté je crois 75, ce qui à l'époque était très bien, était rentable pour le budget que ça avait. Et donc c'est vrai que j'étais assez surpris de l'annonce d'une suite, notamment parce que Tim Burton, ça fait une petite quinzaine d'années qu'il est plus trop bankable au cinéma en tout cas depuis le milliard qu'avait rapporté Alice au Pays des Merveilles, qui date de 2011 si je ne m'abuse. Et donc Tim Burton en fait a démarré son petit comeback en signant pour réaliser une partie de la série Mercredi pour Netflix, qui a bien marché, qui a été un énorme succès. Et donc c'est ça qui a démarré plus ou moins le comeback qu'il est en train de recevoir en ce moment. Et donc Warner qui a donc assuré sa confiance en lui proposant Beetlejuice 2. Ça fait plus de 30 ans que Tim Burton était intéressé à l'idée de faire une suite, vu qu'il voulait faire une suite Beetlejuice à Hawaï. Donc il voulait faire quelque chose de très space à la base. Même à Paris aussi, il avait évoqué plein de villes, mais ça s'est jamais fait. Et donc là, on revient avec ce Beetlejuice 2, avec une grosse partie du casting qui revient. Alors moi, le premier, je l'ai vu récemment. Ouais. J'ai eu l'occasion de le voir alors qu'il était rediffusé au cinéma. Et je l'avais jamais vu, honte à moi, mais je l'avais jamais vu. Du coup, je l'ai redécouvert au cinéma parce qu'il était passé il y a longtemps. Et c'est vrai que le premier, moi, j'ai tout de suite adhéré. J'ai adoré. Après, moi, j'adore l'univers de Tim Burton de base, donc... c'est assez facile de me convaincre, et c'est vrai que j'avais adoré l'univers de Beetlejuice dans le premier. Je trouvais que on retrouve toujours l'univers loufoque de Tim Burton, on reconnaît bien sa patte. On retrouve en plus des éléments qui vont par la suite être dans d'autres de ses films. Par exemple, le fait que Beetlejuice soit habillé avec ce costume rayé noir et blanc, ça on va le retrouver dans L'étrange Noël de Monsieur Jack par exemple. Donc c'est vrai que on reconnaît bien là la patte de Tim, et j'avais vraiment adoré le film. Et donc j'étais bien préparée pour voir le deuxième. Et le deuxième, effectivement, moi j'ai pas été déçue, parce que déjà on retrouve beaucoup d'éléments du premier. Déjà le casting, comme Julien l'a dit, on retrouve pas mal de personnes du premier en fait qui viennent rejouer dans le 2. On retrouve des musiques aussi du premier qui sont aussi dans le 2, des personnages, l'histoire qui finalement se retrouve. Beaucoup de références, énormément de références, l'ouverture du premier qui se retrouve dans le 2, etc. Donc Tim Burton, ici on voit vraiment qu'il y a cette idée de nous replonger un peu dans le 1, mais à travers une suite quand même. Et on retrouve toujours ce côté déjanté. Bon, on voit qu'il y a du plus gros budget évidemment, parce que quand on regarde les effets spéciaux du 1, les fonds verts sont pas super bien réussis, alors que là dans le 2, les effets spéciaux sont beaucoup plus réalistes, beaucoup mieux. Et vraiment, je suis ressortie du film, j'ai vraiment adoré. C'était, pareil, on retrouve cet univers-là. Petit bémol, peut-être que le début était légèrement long. C'est vrai que je trouve qu'il y a eu cette volonté peut-être de pas perdre les gens qui auraient pas vu le premier, je pense. Et du coup, de vraiment tout réintroduire un petit peu, les personnages, où est-ce qu'on est, réintroduire tout l'univers pour que, justement, que ça touche un plus grand nombre. En tout cas, j'ai cette impression-là, ce n'est que mon avis. Donc le début est un petit peu long. Je trouve qu'on commence à vraiment plonger dedans aux 2/3 du film, où là vraiment il se passe des choses et on rentre vraiment dans l'action. Mais c'est vrai que le début, le temps de remettre tout en contexte, c'est assez long, mais on retrouve toujours l'univers loufoque, les personnages, etc. Et des références, comme il avait fait dans le premier, des références à d'autres œuvres qu'il aura pu faire. On retrouve encore des petites touches de ses œuvres d'avant, donc de Mercredi, de L'étrange Noël de Monsieur Jack, de Mars Attack.
Voilà, du Burton finalement. Tout d'abord, concernant le premier film, eh bien, j'apprécie le premier film. Après, c'est vrai que je l'ai vu un peu sur le tard également. Bon, j'ai surtout grandi avec les Batman et par exemple des films comme Édouard Main d'Argent et Charlie et la chocolaterie qui étaient sortis à mon époque, par exemple, de Tim Burton. Je crois que j'ai vu 12 films de Tim Burton. Bon, il m'en reste 6-7 quand même. Mais... C'est déjà bien, je crois que j'en ai pas vu autant. Pourtant, j'adore. Et en fait, ce qui était intéressant avec le premier Beetlejuice, c'est qu'il instaure un style et il instaure beaucoup d'effets pratiques. Il veut vraiment créer un hommage aux séries B, en fait, en utilisant des effets pratiques, en utilisant des effets sur fond bleu, où il rajoute des maquettes, etc. ensuite sur l'écran dans le film. D'où le fait que le film appartient un peu à son époque, un petit peu comme les Evil Dead de Sam Raimi pour ceux qui les ont vus. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on était sur un film un peu qui est un peu contrebalancé avec le cliché du film de maison hantée. Où on était sur un film de maison hantée où les habitants n'avaient pas forcément peur des fantômes, par exemple. Où on traitait les fantômes pas forcément de manière terrifiante, mais plus comique, burlesque. Et ce qui marchait également, ce qui faisait que le film était très original, entre guillemets, pour l'époque, c'est que c'était un film qui avait une certaine forme de narration, vu qu'on suivait 2 personnages qui vivaient un arc. Mais c'était un film qui était très anarchique sur les événements qui se déroulaient, en fait. C'était très anarchique, ce qui faisait que, au final, on sait pas trop ce qui se passe, on sait pas trop, il fait un peu comme il veut, il s'amuse, en fait. Il y a un côté très, très amusement. Qu'en vrai, il n'y a pas tant fait que ça, un film vraiment anarchique où il fait que s'amuser, quasiment. Il a, le dernier exemple que j'avais, c'était Mars Attack, où c'était un peu pareil, c'était film d'invasion, et film d'invasion, il fait n'importe quoi avec, entre guillemets, donc c'était un style qui était assez neuf pour l'époque, on va dire. Et donc, si je dois revenir, à mon avis, sur ce nouveau film, donc Beetlejuice, donc... on va pas le dire une 3e fois. On sait jamais ce qui pourrait se passer. C'est jamais. C'est comme Candyman, pour ceux qui ont vu Candyman. Pas dire 3 fois son nom. Mais je dirais que c'est ça mon problème, c'est que pour moi, le film, ça se voit que Tim Burton a vieilli. Ça se voit qu'il a mûri, qu'il a 66 ans, il a plus les 28 ans qu'il avait à l'époque, où il voulait faire son Batman, où il était excité, il avait plein d'idées. Donc là, ça se voit, on lui propose de faire une suite à Beetlejuice, et il fait, écoute... je vais faire le premier plus ou moins en termes de structure en plus gros. C'est que la structure du film, c'est le premier plus ou moins. C'est l'introduction par exemple, c'est la même que le premier, c'est des gros plans initiaux sur la maquette par exemple, qui nous introduit la ville mais par le biais de la maquette par exemple. Il y a plein de références qu'on pourra évoquer en spoiler sur le premier film. Bon là c'est sûr, même peut-être un peu trop dans le sens où comme on l'a dit, la structure se ressemble beaucoup au premier film, avec énormément au premier film. Avec une histoire quand même différente, et c'est aussi ça qui m'a plutôt surpris dans ce film-là, c'est qu'il consacre beaucoup de temps au développement des personnages. C'est quelque chose que je m'attendais pas forcément à voir de sa part, surtout qu'il prend vraiment son temps à développer les personnages. Ah oui. Et l'un des défauts que je pourrais déjà évoquer par rapport au film, c'est qu'il y a beaucoup trop de personnages. Alors que dans le premier, on se recentrait surtout sur 2 personnages avec Baldwin, et j'ai plus le nom de l'actrice avec lui non plus. Et ensuite, t'as la famille de riches Bobo qui arrive ensuite dans le film. Et en général, le film, on suit vraiment ces 2 personnages et on est plus ou moins de leur point de vue. Et là, dans ce film-là, on retrouve toute la famille Dietz, du coup. Et en plus de ça, on a un manager qui est avec eux. Il y a Willem Dafoe qui est dans le casting. Il y a Monica Bellucci qui pop, etc., etc. Donc, au final, il y a une accumulation de personnages qui fait que dans un film qui dure presque autant que le premier, 10 minutes de plus, 1h40 au lieu d'1h30, t'as l'impression qu'il y a certains arcs qui sont un petit peu balayés au second plan, reliés au second plan plutôt, et un peu expédiés pour certains, qui m'ont un petit peu déçu. Et il y en a d'autres où je trouve que ça prend trop son temps, et moi j'ai eu le problème un peu de me dire, d'avoir l'impression que le film se lance au bout d'1h10 sur 1h40. C'était un peu ça. C'est que le film se consacre énormément, et pour moi c'est pas un défaut de se consacrer au développement de personnages, c'est quelque chose de bien en vérité. Mais dans un film comme Beetlejuice où tu t'attends peut-être à de l'anarchie, à que ça soit un peu fou, etc., avoir un début qui prend autant son temps à les développer, à contextualiser le tout, et vraiment avoir le côté bordélique un peu sur la fin, ça montre que Tim Burton a vieilli. Déjà, il prend plus son temps, il est beaucoup plus dans la contemplation, dans l'écriture, on va dire, même si c'est pas lui qui écrit, mais il est en accord avec ce qui a été fait. Et au final, le côté folie, il a quand même des idées neuves, et il a quand même plein de choses intéressantes dans ce film-là, mais qui sont plus parsemées dans le film, jusqu'à y avoir une petite explosion dans le final, un peu comme similaire au premier film d'ailleurs. Donc j'ai l'impression que c'est le premier film, mais en plus long, un peu trop bancal sur son rythme, et c'est vrai que voilà, l'histoire est un peu trop bancale pour moi. J'ai un peu de problème, mais un point qu'on pourrait évoquer comme de plutôt positif, c'est et ça a divisé pas mal de notre entourage, on va dire, au cinéma, c'est le côté effet pratique de Tim Burton. C'est que Tim Burton a tenu à ce que
Parce qu'on réutilise des effets pratiques, qu'il y a une séquence en stop motion qui était cool au début de film. Déjà, il y a quelques idées de réalisation qui sont un peu neuves. La réalisation est pas dingue, en vérité, ça reste assez classique, mais il y a des idées qui sont très très bien, qui sont bien trouvées quand même. Comme j'ai dit, l'introduction en stop motion. T'as une séquence où t'as le personnage de Monica Bellucci qui est sur un rail, et c'est le rail qui roule, c'est pas elle qui marche, genre. Oui. Donc elle avance sur le rail, donc c'est la technique. C'est assez original. C'est la technique des films de Spike Lee, par exemple. Et puis il te fait quelques jeux de transition qui sont pas mal, genre il y a un jeu de transition entre un tableau avec des oiseaux et des vrais oiseaux sur un avion par exemple. Il y a 2-3 idées de transition qui sont cool. Et puis il aime bien jouer un peu sur les frames, vu que tu as des personnages qui sont par exemple freeze à certains moments du film, où du coup tu as une sorte d'arrêt sur image, mais pas sur toute la séquence. En fait, tu as des personnages qui bougent, mais pas tous. Donc il y a un côté cinématographique qui est intéressant sur certaines de ces séquences. Danny Elfman revient faire la musique, un peu comme Burton, il avait un peu perdu de sa superbe depuis 10-15 ans. Après, la musique est bien, mais après c'est pas compliqué, c'est une suite, donc il reprend le thème principal du premier. Et puis entre autres, ça fait le café sans être surprenant non plus. Il n'y a pas un autre thème en dehors de celui du premier qui va... C'est la même, c'est exactement la même musique. Après, Danny Elfman, c'est vraiment le bras droit un peu de Tim Burton depuis le début sur tous ses films. Donc c'est pas étonnant qu'on le retrouve pour la suite. Et effectivement, le thème musical elle-même. Donc si dans le premier vous aviez apprécié le thème musical et toute la musique du film, là vous allez vous y retrouver parce que on retrouve vraiment ce thème avec ce rythme un peu tout au début, etc. Le thème de Beetlejuice finalement. Donc si vous avez apprécié ça dans le premier, là vous serez pas dépaysé en fait, c'est ça. Mais les effets pratiques, c'est intéressant parce que du coup, on va retrouver des éléments qu'on connaît déjà, comme les vers de sable, par exemple, ou plein d'éléments comme ça, qui sont tous en effet pratique, quasiment. S'il y a des effets numériques, quand même, parce qu'on est en 2024, il y a certaines séquences où tu pourrais pas vraiment les faire en effet pratique, on va dire. Donc, le budget surtout. Oui, après, ce film-là est plus cher. Non, mais le premier, le premier avait pas beaucoup de budget, on se fait beaucoup maquillage, mais c'est un style qu'il aime bien, le style série B, c'est un style qu'il a tenu à préserver, parce qu'en vrai, Beetlejuice, je dirais, comme beaucoup, Beetlejuice, c'est pas Beetlejuice s'il y a pas forcément Tim Burton, Michael Keaton à la barre. Et ces effets pratiques style série B, on assume qu'on a tourné des trucs sur fond vert, on les a réintégrés dans le film, et beaucoup de maquillage. C'est ça que j'aime bien avec l'univers de Beetlejuice, c'est qu'on est dans un univers où l'au-delà c'est un système bureaucratique en fait. Et du coup t'as des personnes qui font la queue leu et t'as plein de concepts de morts qui sont là partout. T'as un Père Noël cramé, donc tu dis qu'il s'est cramé dans la cheminée, des trucs comme ça, des gars radioactifs. C'est très imagé en fait. C'est très imagé, il a mis toutes les idées de cadavres vivants qu'on peut avoir. C'est ça. Et ça, ce qui m'a un petit peu surpris, c'est que je trouve que le premier, je sais plus trop si c'était comme ça, mais après les années 80 on était moins chiant avec ça, mais que je crois que c'est un film tout public, que Beetlejuice, mais il y a quand même des effets, il y a quand même pas mal d'effets d'effusion de sang quand même. Ça m'a un petit peu surpris. Il y a des petits passages un peu, j'irais pas jusqu'à dire gore, mais qui peuvent surprendre un peu. Voilà, il y a des trucs un peu Surtout qu'il y a des chara design, imagés, on va dire. Très imagé. Surtout qu'il y a des chara design où c'est un peu. Pour un enfant, je sais pas, tu vois. Un enfant peut flipper dans le film. Je pense, un enfant peut flipper. Totalement. Les maquillages sont fous. Les maquillages sont vraiment fous, ils sont très bien faits et on sent que Tim Burton est en mode, après pareil c'est mon avis, mais on sent qu'il est en mode ok, il y a du budget, mais je veux quand même reprendre un peu tout ce que j'ai utilisé qui a fait que Beetlejuice le 1 a marché, donc dans le 1, et ça il s'en est jamais caché, ils ont tout misé sur les maquillages, le make-up, et on le revoit là, tout le budget maquillage et toute la manière dont les gens sont maquillés. On sent qu'il y a un énorme travail là-dessus et qu'il a voulu garder cet aspect-là parce que c'est ce qui avait fait la réussite, entre autres, de Beetlejuice le 1, parce que je crois qu'en plus ils avaient gagné ils avaient eu une reconnaissance pour le maquillage ils avaient eu un Oscar pour le maquillage, et on sent qu'il a voulu réutiliser ça et montrer que certes on a du budget, mais on n'oublie pas les racines même du premier et ce qui a fait le succès du premier. Et donc c'est très visuel. Ouais. Et surtout c'est marrant de voir Tim Burton revenir à ça, là où il avait testé le numérique de façon assez importante dans Alice au Pays des Merveilles. Et c'était un des trucs qui avait fait gueuler, c'était que le film était très très numérique d'ailleurs. Et du coup pour moi c'est un point positif. Moi j'ai pas eu de soucis avec ça, ça me fait plaisir. Déjà ça change des films d'aujourd'hui dans un sens. C'est ça. Et moi j'aime bien voir les trucs à la Burton où genre il fait avoir sa propre vision un peu de Dune avec les vers de sable, son univers à lui des vers de sable, c'est des trucs que je trouve marrants. Et il y a plein d'effets intéressants pratiques qui sont bien faits sur la manière. Par exemple, la façon dont Monica Bellucci tue des personnages, il y a un effet pratique qui est intéressant, qu'on pourra dire en spoiler. Et du coup, avant de terminer, pour ce qui est du casting en lui-même, Michael Keaton est toujours aussi bien, malgré ses 70 et quelques années, en tant que Beetlejuice. Donc c'est vraiment la Keatonescence, comme on dit. Il avait rejoué Batman l'année d'avant, et depuis Birdman il y a 10 ans, il fait qu'enchaîner les rôles plutôt bankable. Donc je suis content pour lui, c'est un acteur que j'apprécie beaucoup. Et du coup, il refait le Beetlejuice avec son accent
Middle East, un peu colonial et tout. D'ailleurs, il y a une séquence style expressionnisme allemand, qui rend un peu hommage, où ça parle italien d'ailleurs, où Burton rend un peu l'hommage au cinéma des années 20-30, le cinéma de la Hammer et des films de monstres par exemple, qui est plutôt sympa par rapport à cet effet-là. Du coup, d'ailleurs il y a du français dans le film, vous verrez. Bon. Dans la version originale. Oui. Après en VF on sait pas, mais dans la version originale effectivement c'est du français. Oui, il y a un personnage qui parle français. Voilà. Bon, vous connaissez les films hollywoodiens, c'est quand ça parle français dans un film anglais, c'est pas forcément les phrases qu'on ferait nous, on va dire. Surtout que c'est un truc un peu stéréotypé, genre, mais voilà. Mais oui, du coup, Michael Keaton est toujours aussi bon, toujours aussi énergique, ça se voit qu'il a kiffé son rôle, et comme en vrai un peu plus, on le voit plus que dans le premier film, mais en vrai Michael Keaton dans le premier film on le voyait pas tant que ça. C'est vrai. On suivait plus. Caché. Oui, on suivait plus les deux protagonistes, il était un peu build-up dans le premier film. Là on le voit plus quand même. C'est le personnage principal. Presque. Ouais. On le voit beaucoup plus à l'écran. Ouais, ça se voit, c'est flagrant. Ça vaut presque autant qu'avec la famille, je dirais, en termes de temps d'écran. Ouais. Ça, c'est qui. Voilà, là, il a son arc à lui, on va dire, qui en parallèle, il y a peut-être un peu trop d'arc dans le film, mais ça revient à ce qu'on a dit, trop de personnages. Et du coup, on a retrouvé Winona Ryder, que je suis contente aussi de revoir dans sa petite renaissance avec Stranger Things, et content de l'avoir en dehors jouer autre chose que dans Stranger Things, du coup, qui se porte bien, qui joue très bien le personnage, son personnage donc de Lydia, qui était un peu le cliché burtonien, la fille pâle, qui parle à personne, un peu recluse, etc. Très gothique. Très gothique. Voilà, qui est dans son monde, et on garde cet aspect-là. Hein. Elle le garde. Hein. Mais elle est beaucoup plus mature, du coup, en tant que mère, par exemple. Et donc, c'est quelque chose qui fonctionne bien, qui fait que le personnage a un arc très précis dans le film, qui a son payoff. On a Jenna Ortega, qui est probablement l'actrice qui a fait que le film soit un succès, vu qu'il va terminer son box-office autour des 400 millions à peu près. Donc pour un budget de 100 millions, il va au moins multiplier le budget par 4, ce qui est un succès. En général, par 3 c'est rentable, par 4 c'est bon, on a fait plus que rentable. Ça c'est une estimation très très moyenne. Bref, et du coup parce que moi j'étais surpris que Beetlejuice déjà on en fasse une suite, vu que j'ai rarement vu un film qu'on fasse une suite à un film qui est sorti il y a 38 ans. Genre. C'est pas... Et surtout qu'il n'était pas nécessairement propice à une suite. Oui, c'est-à-dire que le film, le 1, quand il se termine, on ne termine pas sur un suspense ou sur une ouverture d'un potentiel deuxième film. Le film se termine, on a la fin de l'histoire, fin. Donc c'est vrai que c'est assez étonnant. C'est vraiment... C'était... Après c'est une idée, hein, mais disons que le premier laissait pas à penser qu'il y aurait une suite. Oui, tout à fait. D'ailleurs, d'ailleurs par rapport à ce film-là, en vrai le film est plutôt auto-centré. Autocontenu. Donc en vrai, la porte est potentiellement ouverte pour un troisième, et en vrai moi je pense, vu le succès du film et vu que je les vois pas ne pas faire un film qui s'appelle Beetlejuice, je pense qu'une suite arrivera, je pense. Mais c'est vrai qu'en vrai le film se suffit à lui-même. On t'ouvre des pseudo-portes, mais c'est des portes très, très ouvertes, mais que tu peux refermer, il n'y a rien d'important. Donc le film peut avoir une suite, mais ou pas, on va dire. Mais c'est aussi ça qui faisait peur, c'est que Burton, il revient à un de ses classiques, et on est dans une mode où on aime bien faire des reboots, des remakes et des suites à tous les films des années 80-90. Donc c'était aussi ça qui faisait peur, même si la différence c'est que là c'est lui qui fait le film, donc lui qui est l'auteur du film original. Donc c'est un truc qui faisait peur et qui fait que, et moi je dirais quand même que le résultat par rapport à ma personne est moyen, comme j'avais dit par rapport au bilan, c'est que c'est un peu le premier en plus gros, c'est un peu la sensation que j'avais avec le Alien Romulus par exemple. Donc c'était un peu pareil, c'est qu'on rendait trop hommage au précédent sans que celui-là ait quelque chose de foncièrement neuf en lui-même, on va dire. Mais voilà, donc ça c'était ce qu'on avait plus ou moins dit. Mais si on concernant Jenna Ortega, c'est grâce à elle, je suppose, que le film a vraiment marché, grâce à Mercredi et à son partenariat avec Tim Burton qui se prolonge. Donc moi j'ai pas vu grand chose avec Jenna Ortega, donc en vrai je crois qu'elle joue pas trop comme dans Mercredi, vu que là elle a plus d'émotions, elle est moins froide. Oui, elle est moins froide. Là c'est un peu l'antithèse de Lydia un peu. C'est ça. Mais après disons que Jenna Ortega c'est devenu un peu la nouvelle muse, on va dire, ou la nouvelle actrice phare des films de Tim Burton. Je pense qu'il a trouvé dans Jenna Ortega un personnage qui est des traits autant physiques que émotionnels qui vont bien dans sa DA. Et donc du coup on la retrouve et elle se fond complètement dans le film. Enfin, on sent que c'est un univers où elle va bien dedans, quoi. C'est vraiment, ça lui correspond. Mais du coup, elle fait le taf. Après, j'espère qu'elle fera d'autres rôles. Pas forcément pour Tim Burton, mais qu'elle élargisse un peu plus sa carrière, du coup. Ça lui colle pas à la peau, ce truc de fille un peu froide. Un petit peu comme Winona Ryder, d'ailleurs. Parce que qui a eu sa petite renaissance après. Et du coup, et là, c'est là qu'on a beaucoup de personnages. Du coup, on retrouve Catherine O'Hara dans le rôle de la
la mère du coup, la grand-mère du coup, qui fait très bien le taf, qui se porte très bien et qui est très charismatique. On a du coup, ils ont trouvé quelques idées intéressantes pour pas ramener les autres personnages du premier, genre le père, le grand-père, qu'on dévoilera après, mais parce que l'acteur avait été accusé d'harcèlement sur mineurs, etc. Donc c'était intéressant la manière dont ils l'ont ramené. Très intelligente la manière dont ils l'ont ramené, je trouve. Et que j'ai bien aimé la manière dont ils ont aussi esquivé le retour d'Alec Baldwin qui a tué sans faire exprès une directrice de la photographie sur le tournage de Rust, avec des balles qui n'étaient pas à blanc. Donc logique qu'ils ramènent pas les deux acteurs du premier film, et puis parce qu'il faut pas qu'ils vieillissent, c'est des fantômes, donc il y a tout d'ailleurs là, il s'explique en une phrase. Et donc on a les nouveaux personnages, donc on a Justin Theroux, qui est un acteur que j'aime beaucoup, regardez The Leftovers, chef-d'œuvre, qui joue donc le nouveau mari entre guillemets de Lydia du coup, qui est un personnage intéressant dans le côté thématique. C'est ça qui marche, et c'est un personnage qui, on va rien dire de plus, mais il joue très bien ce rôle et ça doit qu'il s'amuse. Comme Willem Dafoe qui joue une espèce de policier / acteur, et on s'amuse un peu sur le côté film un peu années 70, body cop sur lui, mais je trouve qu'on le voit pas assez. J'aurais aimé qu'on en voit plus. Tu vois, c'est la première fois que Willem Dafoe bosse pour Tim Burton. Ouais. Et c'est vrai que j'aurais aimé. D'ailleurs, grande surprise quand même. Moi, je savais pas qu'il jouait dans le film. Ouais, je l'ai vu en fait quand j'ai vu dans le générique du début Willem Dafoe, j'étais en mode il est dedans. J'étais assez surprise. Effectivement, en fait, on le voit, mais je trouve qu'il est un peu repoussé au personnage secondaire, je trouve. Oui, très secondaire. Je trouve que c'est un personnage qui est même pas nécessairement utile au script en vérité. Il n'apporte pas du poids dans l'histoire. Donc je trouve que c'est l'un de des trucs qu'on a un peu en trop dans le scénario du film, qui peut le rendre un peu bancal. Et on a Monica Bellucci, donc la nouvelle copine de Tim Burton, compagne de Tim Burton. Donc comme ses compagnes précédentes, il le met dans le film. Donc qui est très charismatique dans cette rôle un peu de fiancé de Frankenstein, un peu recousu, et que c'est plutôt intéressant. Mais je trouve, moi j'étais très déçu de sa conclusion. Genre, c'est que on te fait on te l'introduit petit à petit durant tout le film. Et puis au final, dans le dernier acte, j'ai trouvé ça un peu expédié, ça va plutôt déçu, ça fait partie des arcs. C'est un arc secondaire en vrai, parce que c'est la famille qui est le centre du film. Mais j'avoue que j'étais un peu déçu de son utilisation. J'aurais aimé qu'on en fasse plus. Et puis il y a 2-3 caméos qu'on va pas évoquer. Donc voilà. Et puis des acteurs que j'aime bien, comme le gars qui joue le prêtre. C'est un acteur que j'aime bien, qui a vraiment une gueule de cinéma, et ça fait plaisir de le voir. Et puis voilà. Donc voilà, Beetlejuice, moi je recommanderais à une personne qui connaît au moins Tim Burton. Une personne novice pourrait ne pas aimer parce que trop d'effets pratiques, peut-être des effets qui pourraient faire faux, un rythme un peu soutenu, un peu trop long, peut-être trop de personnages. Mais il y a quand même ce moment où ça pète, où il y a des idées intéressantes qui marchent bien, sur la fin notamment. Mais si vous aimez Tim Burton, je pense, vous pouvez ne pas aimer le film, vous pouvez diviser par le film un peu comme moi. Il peut diviser. C'est-à-dire que par exemple, si on me demande mon avis, là on me le demande en l'occurrence, mais même si j'ai adoré le 2, le 1 reste quand même... j'ai préféré le 1, personnellement. Parce que le fil conducteur est plus net, je trouve. On s'éparpille moins. Et même si on sent qu'il n'y a pas ce gros budget, cette technologie qu'on peut avoir aujourd'hui, je trouve quand même que ça se suit mieux que le 2. Le 2, effectivement, pour l'avoir vu avec des gens qui ne sont pas du tout... dans l'univers de Tim Burton, les personnes sont ressorties du cinéma... et ils sont pas accrochés parce que c'est une entrée en matière assez violente quand même. Si vous n'êtes pas familier avec le monde de Tim Burton, que vous n'avez vu aucun de ses films, commencez par Beetlejuice, c'est peut-être un peu violent. C'est une entrée en matière assez rude, je trouve, parce que c'est vraiment vous prenez un seau, vous mettez toutes les idées de Tim Burton et ça vous donne Beetlejuice. Et c'est vrai que ça peut être un peu waouh, ça peut vous prendre et un peu vous secouer. Donc ne commencez peut-être pas par celui-là si vous voulez une première entrée en matière dans le monde de Tim Burton. Et mine de rien, si je devais conclure, c'est que moi j'ai quand même préféré le 1, j'avoue. Je pense que j'ai préféré le 1 aussi. Et je pense que du coup, on est sur un semi-retour de Tim Burton et pas encore un grand retour. J'attends encore qu'il fasse un film que je pourrais vraiment qualifier de très bien à l'heure actuelle. Mais ça reste un retour qui, pour les fans, ça dépend parce que j'ai vu beaucoup d'avis positifs sur le film qui a bien marché. Mais il a quand même 3,4, je crois. Oui. Sur Letterboxd. Ouais. Donc je pense que pour les fans de Tim Burton, ça peut être quelque chose, en tout cas, qui pourrait vous rassurer par rapport à la direction qu'il prend, par rapport à la carrière qu'il a eu récemment. Donc voilà. Pour la partie sans spoiler, donc si vous n'avez pas eu le film, barrez-vous. ou si vous en foutez, vous restez, donc voilà. Du coup, nous sommes en partie spoiler, et donc faisons la partie Easter eggs. Donc est-ce que Justine, tu veux nous évoquer les quelques rêves que tu as vus? Alors du coup, comme je l'ai dit dans la partie d'avant, effectivement, là, dans le film, on retrouve énormément de références des précédents films de Tim, qui, voilà, il n'a pas hésité à introduire des petits easter eggs et des petites refs. Donc, à un moment donné, on a Monica Bellucci dans le film, donc qui apparaît en fait en plusieurs morceaux.
Effectivement, en fait, elle vient se reconstruire et elle vient se recoudre elle-même à l'aide d'agrafes. Et là, vraiment, on a clairement... alors là, on a 2 références à ce moment-là. On a clairement une référence à Sally dans L'étrange Noël de Monsieur Jack. Je suis pas allée jusqu'à comparer où exactement elle se recousait. Mais si ça se trouve, il a poussé le délire au point de faire les cicatrices au même endroit que son personnage de Sally. Mais ça, pareil, moi, je suis pas allée vérifier. Faudrait regarder vraiment avec précision au niveau du visage, etc. Mais en tout cas, on a clairement une référence à ça. On a une référence à la main dans Mercredi. Effectivement, quand elle appelle un de ses bras, on a vraiment la main qui vient marcher comme ça, comme dans Mercredi. Donc ça, clairement, c'est une ref. Mars Attack mais ça c'était déjà dans le 1, ces petits bonhommes avec ces petites têtes de martiens, et Bob, effectivement, rest in peace. Bon bah si on vous dit ça, vous savez pourquoi. Mais Bob, effectivement, et tous ses collègues qui ont ces petites têtes de martiens, etc. On reconnaît bien le style de Mars Attack ici. Et une autre référence à L'étrange de Monsieur Jack, toujours ce costume de Beetlejuice, ce rayé noir et blanc. Et également, on a encore cette DA de L'étrange de Monsieur Jack avec le serpent de sable qui peut être assigné un peu au monstre un peu qu'on voit sous le lit dans le générique de L'étrange de Monsieur Jack. Alors là, faut connaître le générique un peu et l'avoir de tête. Mais on a une espèce de monstre sous le lit. Toujours on retrouve ce schéma un peu de rayé, voilà, d'animal rayé, etc. Ou même la fausse chaussette qui est déposée sous un des sapins de Noël, qui est en fait un serpent. Et là, on retrouve clairement la notion du serpent. Moi, en tout cas, c'est les rêves que j'ai notifiés. Je crois pas qu'il y en ait d'autres. Alors, il y en a peut-être, mais alors là, je les ai pas en tête. Est-ce que toi, t'en avais d'autres ? Bah du coup j'ai le caméo de Danny DeVito, oui. Donc l'acteur d'ailleurs ça me fait penser, du coup le design, Tim Burton il adore faire des designs cousus genre. Oui. Parce que Catwoman dans Batman le défi avait aussi un costume qui était tout recousu comme ça, très, très marqué, donc c'est quelque chose qui est assez réminiscent dans son cinéma. Et du coup on retrouve Danny DeVito qui est la première victime justement de Monica Bellucci, du coup qui a joué pour Tim Burton très souvent, notamment le rôle du pingouin dans Batman le défi. J'aimais bien le car design de comment Monica Bellucci tuait des gens, parce que du coup ça montrait qu'après l'au-delà il y a une vraie mort définitive, et donc elle vole les âmes et du coup les corps s'assèchent et se replient sur eux-mêmes, donc l'effet était cool je trouvais, en termes de mort. Et c'est pour ça que Monica Bellucci, j'étais en mode elle est iconisée de manière un peu badass quand elle se remet son corps, elle tue Danny DeVito, elle tue le gars, elle prend sa robe de mariée, elle est un peu, tu peux la trouver flippante, et au final à peine elle arrive au mariage dans le combat, dans le climax, qu'elle se fait bouffer par le ver de sable. Donc j'étais un peu déçu qu'il n'y ait pas vraiment eu de vraie confrontation avec Beetlejuice, et qu'au final cet arc-là secondaire très expédié, soit comme ça, un peu comme le personnage de Willem Dafoe qui était très drôle. Le gars il fait les acteurs alors qu'il est flic, etc. D'ailleurs quand il est freeze, ça se voit que c'est une structure et que c'est pas lui d'ailleurs. Oui, bien sûr. Donc, mais c'est vrai que c'était quelque chose qui était assez facultatif en vrai dans le contenu du film et qui n'était pas totalement nécessaire, même si j'aime beaucoup Willem Dafoe. Mais... Et d'ailleurs Willem Dafoe venait apporter un petit peu cette mise en abîme. On avait un peu un film dans un film, parce que lui-même en tant que personnage se croyait dans un film. Donc on avait vraiment ce truc de dire qu'il est dans un film parce qu'il est en tant qu'acteur, mais dans le film il se croit aussi commissaire, super policier, hyper badass. Et par exemple cette scène je l'ai adorée, donc cette scène du climax dont parlait Julien, où on a vraiment cette confrontation de ce qui se passe à l'intérieur de l'église, donc cette union, ce mariage, il se passe plein de choses, et on a une musique du coup propre à l'église, et quand on ressort de ce lieu et qu'on a donc on a Willem Dafoe en policier avec toute son équipe qui sont en mode infiltration, et on a une autre musique, ça ils l'ont très bien travaillé. Je trouve que les transitions sont, même en termes de son, les transitions musicales, j'ai l'impression que c'est le même thème mais à chaque fois qui est bien associé aux deux scènes, et ça c'est vraiment sympa. Et je trouve que pareil, on le voit pas assez, malheureusement. C'était une super idée, je trouve, d'incruster un peu ce truc-là. En plus, il joue très bien son personnage, Willem Dafoe, on refait pas sa notoriété, il joue très bien. Et c'est dommage qu'ils soient un peu au second plan. Je me dis, quitte à rajouter beaucoup de personnages, peut-être que c'est un des personnages que j'aurais aimé voir être développé, concrètement. D'ailleurs, pour la partie musique, du coup, on retrouve la musique des funérailles de la mort du père, qui était déjà dans le premier film, qui était chanté. D'ailleurs, du coup, ils refont les passages comédie musicale, où du coup, ils chantent dans la voix, avec la bouche des autres personnages, Beetlejuice. Donc, ils te refait. Les séquences de comédie musicale étaient pas trop mal faites, c'était bien. Surtout avec le côté freeze des persos qui bougent pas, eux qui dansent et qui fêtent leur mariage. Juste Beetlejuice qui fête le mariage, mais bref. Mais oui, le climax c'est le même, où du coup t'as la méchante qui se fait bouffer par le ver de sable comme Beetlejuice dans le premier, du coup. Donc le côté répétitif.
Et ça, la photo, je la trouve moins belle parce que c'est du numérique et plus de la pellicule. Du coup, il y a un petit côté un peu Netflix parfois dans le visuel qui m'a un peu dérangé. Et ça, c'est un truc que j'ai oublié d'évoquer en sans spoiler, mais c'est vrai que le film m'a pas beaucoup fait rire. Ah, le film était pas très drôle. Ouais, c'est pour le coup, surtout que je m'étais tapé le Zorro de Jean Dujardin juste avant et je m'étais tapé des barres. Donc... Là, en termes d'humour, pour le coup, ça m'a pas trop pris. J'étais un petit peu hermétique, mais moi, j'étais vraiment sur le visuel. Il y a peut-être eu un ou deux passages où j'ai esquissé un sourire. Ouais, genre. Notamment, un passage qui m'a fait rire, c'est quand donc Winona Ryder elle a sa fille et à un moment elle parle de déguisement. Et là on a un petit easter egg / référence où dans le texte il y a je sais plus si c'est Winona qui dit qu'elle ne mettra jamais de déguisement de Disney. Et du coup c'est très drôle parce que quand on connaît un peu l'histoire de Tim Burton avec Disney, une histoire qui d'ailleurs est pas très glorieuse, enfin faut dire ce qui est. C'est vrai que ça à la rigueur ça m'a fait esquisser un sourire. Après il y a 2-3 petites blagounettes ou 2-3 choses visuelles qui sont assez drôles. Mais on n'est pas sur de la comédie hilar, enfin on n'en sort pas hilar quoi. Oui. C'est vraiment alors que le 1 était peut-être déjà un peu plus comique, un peu plus bon voilà, on arrivait à là on sent qu'il y a un travail qui a été fait surtout sur le côté visuel. En fait, c'est ça. Ah oui, justement. C'est vraiment ça. D'ailleurs, j'aime bien l'utilisation qu'il a fait des téléphones vu qu'il y avait il y a cette séquence dans le premier où les deux apprennent à se déformer leur visage. Et du coup, il refait ça mais pour que les gens en fait se rentrent dans leur téléphone en fait. Comme s'ils avaient un filtre Snap ou Insta. Du coup, l'idée visuelle était cool en tout cas par rapport au téléphone. Et en termes thématiques, je trouvais ça intéressant le personnage de Justin Theroux qui soit le manager de Winona Ryder et qu'en fait du coup on découvre que oui, le gars il fait ça que pour la thune. Parce qu'en tant que mari, il gagnera plus qu'en tant que manager. Et du coup, on te développe un peu un personnage qui limite est pire que Beetlejuice, alors que c'est un être humain, alors que Beetlejuice c'est un démon plus ou moins. Donc j'aime bien ce côté-là où Beetlejuice peut-être c'est pas pire que lui, quoi. C'est que ce personnage-là, il est vraiment. Après, je trouve qu'ils ont un poil trop insisté sur ce personnage-là. Vraiment, la séquence où il fait son annonce de mariage, un poil long. Très long. Même si j'aime beaucoup l'acteur, mais c'est vrai qu'ils ont fait un peu trop des caisses peut-être sur lui. Il me semble qu'il se fait bouffer à la fin, non ? Oui, et avec Monica Bellucci. Avec Monica Bellucci. Mais sur le côté thématique du personnage était intéressant, mais c'est vrai que pour moi le film se lançait vraiment avec la révélation du petit ami entre guillemets de Jenna Ortega, qui était un fantôme. Là je crois que c'était une utilisation intéressante, parce que tu comprends quand t'as vu le premier qu'il y a que Lydia qui voit les fantômes et que ce soit logique que sa fille puisse les voir vu que c'est sa fille, tu vois. Sachant qu'il faut bien comprendre qu'il y a tout un conflit. Enfin, c'est un peu une résolution à ce moment-là. En fait, tout démarre au moment du petit copain, enfin du petit amoureux de Jenna Ortega. J'ai l'impression que l'histoire commence vraiment là, parce que Jenna Ortega qui a des très mauvaises relations avec sa mère, et ne croit pas en fantômes. Là, elle est plongée dans le monde de l'au-delà, elle ne peut que y croire. Et donc du coup, je trouve que là, l'action commence maintenant. Mais il faut vous dire qu'à ce moment-là, on est déjà à combien de temps de film ? On est déjà peut-être à une demi-heure. Donc et encore. Mais c'est vrai que c'est un peu ce moment-là, c'est ce tournant-là qui fait qu'on rentre enfin dans l'histoire. Et je trouve que c'est super intéressant que du coup, on ait cette continuité de oui, si la mère peut voir les fantômes, la fille aussi. Et après, ça implique plein d'autres choses, le fait qu'elle pourra voir son père, etc. D'ailleurs, en parlant des gens de l'au-delà, on peut parler de comment ils ont fait en sorte de mettre les autres acteurs de manière intelligente. Si tu veux, je te laisse. Il faisait bien les transitions, vu que tu as le tagger français là qui meurt, genre il tombe des égouts. Et justement, ça fait la transition vers l'au-delà, et justement ensuite ça nous mène à la scène suivante où on développe ensuite l'arrivée de Monica Bellucci. Donc il y a plein de séquences de transition qui sont sympas et d'idées visuelles intéressantes, comme le mari qui avait toujours les piranhas qui le dévorent encore dans son design. Donc il y a plein d'idées visuelles comme ça intéressantes dans ce film là. D'ailleurs, j'aime bien le fait qu'on aille plus dans l'au-delà, même si ça fait un petit peu parc Disney, ce qui peut déranger à certains. Mais c'est un peu le style, je dirais, du précédent aussi. Donc ça change pas trop de ce côté-là. Et oui, Winona Ryder, son arc fonctionne bien d'être un personnage qui voit des fantômes toute sa vie et qui doit arrêter de les voir, arrêter et se concentrer sur les humains, en fait. Je trouve que j'aimais bien l'idée qu'elle ait un talk show, par exemple, où elle est un peu surnaturelle, etc. Donc son arc fonctionne bien, un poil long aussi. Et j'aime bien la mort un peu nulle de la mère avec les serpents. Ah oui, elle meurt de manière, pareil, c'est assez expéditif. Mais il y a un côté comique. Ouais, il y a un côté comique et j'aimais bien donc du coup la façon dont ils ont ramené le père du coup. Oui. Avec cette séquence en stop motion où il se fait bouffer par un requin qui est très bien faite, et ensuite le fait qu'en fait son corps il a juste plus de tête et même plus de torse en fait. Donc c'est lui qui a vraiment dévoré. C'est lui qui a le design un petit peu douteux pour la classification, tu vois, parce qu'il a des effusions de sang qui sortent tout le temps de son corps. Très, donc très visuel. Hein. Mais j'ai bien un enfant, je conseillerais pas pour un enfant, je pense, c'est très visuel. Mais j'ai bien aimé la manière dont ils l'ont amené ça. Et puis j'avais bien l'idée du coup du petit ami qui avait buté ses parents et qu'en fait c'était un fantôme toute sa vie, et donc Jenna Ortega c'est un personnage qui se retrouve seul pendant tout le film et elle tombe sur ce mec là, et en fait ce mec là c'est juste un connard aussi.
Bon, un petit peu expédié fantôme, aussi. du coup. Oui, un fantôme aussi. C'est un fantôme. Et un petit peu expédié aussi, peut-être. Bah, le twist marchait bien pour le coup. Oui. Mais un petit peu expédié vu qu'il se fait buter très vite par Beetlejuice aussi, quand il tombe dans les flammes, genre. C'est ça. Et Beetlejuice, j'aime bien le fait qu'on montre qu'il a un peu évolué. Déjà, on nous montre sa backstory. Oui. Où il déterrait des cadavres, il prenait Avec les bijoux. au moment de la peste, etc. Ouais, la séquence italienne, Oui. expressionniste, et qui était cool. Et il y avait la séquence du bébé aussi, hein, parce qu'on te donne une petite fin ouverte, Oui. bah, plus ou moins ouverte, où il y a le rêve que Jenna Ortega a un bébé Beetlejuice. Et l'idée là est marrante, ça fait un peu Spider cochon avec le bébé qui se balade un peu sur le plafond. Et donc on te dit que peut-être Beetlejuice va continuer à la hanter, c'est ça qui peut livrer potentiellement un 3e film par la suite, ce que je pense ça arrivera personnellement. Je pense que c'est une bonne lancée là. Ouais. Ils vont aller jusqu'au le dire 3 fois. Ouais. Parce que ce serait logique. Oui. Après, est-ce que ce sera dans 38 ans? Oui. On sait pas. Effectivement. Faudrait peut-être pas trop tarder non plus, mais. Ouais. Mais j'aime bien le fait que Beetlejuice il a un peu évolué dans son boulot, qu'il a un bureau, qu'il ait tous les Bob avec lui, ils ont rendu un peu Bob un peu mignon, c'était sympa. C'est le seul qui reste fidèle à lui, il se barre pas à lui. Donc il y a des trucs qui sont marrants comme ça, des idées visuelles intéressantes. J'ai dit dernièrement que t'es un petit peu décevant, le mariage était très bien, mais dès que Monica Bellucci arrive trop vite et ça part un peu vite. Mais toute la scène du mariage est très intéressante. Mais la scène du mariage est très bien. Ouais. Et puis voilà, c'est là où on retrouve aussi une grande partie des rêves du premier, donc notamment cette possession où tout là ça part en comédie musicale, oui. Et pareil, là le jeu est très bien fait parce que il y a une possession et du coup les acteurs dansent et en même temps il y a ce jeu de on sait pas ce qui nous arrive qui est aussi bien maîtrisé que le premier, parce que dans le premier il le maîtrisait très bien je trouve, et là aussi donc il le maîtrise bien. Donc ça c'était intéressant. On a ce côté bureaucratique comme l'a dit Julien, et aussi essayer on parle quand même de la mort, faut être honnête. C'est un film qui traite du deuil. Voilà, on traite du deuil, on traite de la mort, et on a quand même le train de l'âme, le Soul Train, qui est un jeu de mots avec la soul, et du coup c'est très joyeux, il y a de la musique, les gens rentrent en dansant dans le train. Donc on a toujours Tim Burton, je trouve qu'il joue bien, il aime ce côté morbide, macabre, la mort. C'est tout lui ça. Mais il arrive toujours à y mettre des petites touches comme ça de joie ou de choses un peu joyeuses, et du coup ça on le retrouve bien. Ça c'est vrai qu'on le retrouve avec le Soul Train qui est très c'est un passage très joyeux où limite on se dit bon, la mort c'est pas si pire finalement. Oui, il y a un côté un peu optimiste sur la mort, voilà, qu'on peut relever peut-être pour un enfant par exemple. C'est ça. Donc, rien à rajouter, mis à part que moi pour le coup après je suis peut-être pas très objective, mais moi j'ai vraiment adoré le film parce que c'est un univers moi qui me parle énormément. Et si vous avez déjà vu du Tim Burton et que vous avez vu le premier, je ne peux que vous encourager à aller voir le 2, au moins pour faire votre avis. Après, ça peut diviser effectivement parce qu'il y a plein de choses qui peuvent faire que ça divise, hein. Le film est pas parfait et on sent que voilà, il y a encore des petites choses, il y aurait eu des petites choses à changer, mais je recommande d'aller le voir pour faire au moins une idée. Et puis je vais faire ma youtubeuse, mais n'hésitez pas à nous mettre en commentaire votre avis. Je vais laisser Julien conclure, donc je vous laisse et peut-être à bientôt pour une autre review. Merci beaucoup Justine, j'espère que ça s'est bien passé et vous aurez peut-être l'occasion de la retrouver prochainement dans d'autres vidéos en tant que cinéphile qu'elle devient. Donc merci encore à toi. Et donc pour la conclusion, tout simplement tout ce qu'on a réitéré sans spoiler, un film peut-être un peu trop long, qui met du temps à placer son contexte, qui démarre peut-être trop tard et qui a des péripéties un peu trop en nombre, un peu trop nombreuses, avec des personnages qui ont un développement un peu trop expédié, des éléments de ce style-là, un peu trop de personnages en eux-mêmes, pas nécessairement nécessaires au scénario. Et le fait qu'il y ait peut-être un peu trop d'arc, mais si en dehors de ça, ça se voit que les acteurs kiffent. En termes d'effets pratiques, etc., Tim Burton va à fond. Même si on sent qu'il avait dit qu'il prend plus son temps peut-être sur un côté plus dramatique. Même si l'humour, j'ai pas été trop hermétique à l'humour, mais en tout cas le côté drama, le côté arc de personnage était bien fait dans le sens où tout le monde a sa résolution. C'est juste que, paradoxalement, le côté de développement de personnage est un poil trop long et l'histoire... Je trouve que le début fait très série télé, en fait. Ça fait très intro de série et je trouve ça un poil long. Donc... bilan mitigé me concernant pour ce Beetlejuice là, et plutôt positif donc pour Justine. Donc écoutez, n'hésitez pas à émettre votre avis dans les commentaires comme elle l'a dit gentiment. Et du coup, je vous remercie à tous d'avoir vu cette vidéo, en espérant pouvoir pratiquer d'autres critiques vidéo avec d'autres invités qui auront le plaisir de discuter avec moi. Et donc merci à tous d'avoir vu cette vidéo et ciao.